C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur ce petit rendez-vous mensuel sur les actualités RH, les actualités en droit de la fonction publique, plus particulièrement hospitalière, mais souvent on parle un petit peu des trois versants, étant donné que depuis la loi mobilité, on a qu'une seule fonction publique en théorie, avec ces trois versants qui restent quand même assez distincts. Contrairement au mois dernier où on avait vraiment la grosse actualité de la réforme des retraites qui était sortie, j'espérais qu'on ait des avancées significatives sur les dispositions, les réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de la loi du 14 avril sur rectificative de loi de finances sécurité sociale sur la retraite. Il n'en est rien. Il n'y a pas de décrets qui sont sortis. J'espère peut-être en juin. En tout cas, il faudra bien que ça sorte avant septembre, étant donné qu'il y a pas mal de dispositions qui doivent rentrer en vigueur en septembre. Je vous rappelle quand même, puisqu'on ne se verra pas, je pense, d'ici là, que le 14 juin va rentrer en vigueur les nouvelles possibilités de maintien en activité des agents qui atteignent leur limite d'âge, avec la possibilité d'avoir un maintien en activité jusqu'à l'âge de 70 ans pour les catégories sédentaires, sans condition préalable, mais avec une possibilité de motiver un refus de maintien en activité, un maintien en activité sans condition de radiation des cadres. Sur ce plan, si vous avez des interrogations qui vous reviennent, je vous confère à cette partie que j'ai abordée le mois dernier, le 26 avril dernier, sur la réforme des retraites. Ceci étant dit, j'ai donc fait une sélection de jurisprudence ce mois-ci qui me permettra de revenir sur certaines notions que vous allez peut-être être amené à utiliser ou que vous êtes amené à utiliser au jour le jour, avec donc dans un premier temps un petit rappel sur les droits de la défense durant une procédure disciplinaire. On a une jurisprudence là, du Conseil d'État qui vient illustrer les droits à consultation du dossier, et notamment le droit à consultation des témoignages non anonymisés. Ça, c'est important, c'est souvent une question qu'on a dans le cadre d'enquête administrative et qui vient avoir une application de cette possibilité pour l'agent qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire de connaître le nom des personnes qui ont témoigné des faits, hein, témoigné contre ou témoigné tout court, hein, témoigner des faits qui structurent la procédure disciplinaire, qui sont à l'origine du démarrage de la procédure disciplinaire. Et un autre élément, c'est sur l'audition des témoins dans ce cadre-là. Ensuite, quelques actualités sur les contractuels, avec un rappel sur le recours abusif au CDD, puisqu'on a une jurisprudence d'application d'une jurisprudence de principe du Conseil d'État de 2015 sur laquelle je reviendrai, qui est assez intéressante et qui peut avoir une certaine évolution dans la mesure où, quoi qu'on en dise, on ne peut que constater que les contractuels commencent à faire partir du paysage du statut de la fonction publique, et puis aussi une autre jurisprudence sur la période de recherche d'un poste ou de reclassement lorsque j'ai le licenciement d'un contractuel, ce qui me permettra de revenir sur la procédure un petit peu inédite, alors pas inédite, un petit peu qui sort de l'ordinaire, de licenciement des agents contractuels avec la tentative de reclassement, et puis aussi d'articuler dans la continuité des premières interventions qu'on a faites dans le cadre des webinaires d'actualité, sur l'articulation entre inaptitude et pension d'invalidité du régime général. Ensuite, la suspension de l'obligation vaccinale. Alors, euh, l'obligation vaccinale est suspendue, point. Voilà, je pourrais m'arrêter là. Simplement, on va voir les solutions proposées par l'instruction qui a été communiquée par le ministère, et notamment la question de la rupture conventionnelle, ce qui m'en permettra d'embrayer sur un rappel justement de la rupture conventionnelle, étant donné que l'abandon de poste, on en avait déjà parlé. Là encore, CF, hein, si d'aventure vous posez la question dans le cadre de la réintégration de l'abandon de poste telle qu'elle est proposée par
l'instruction à une des vidéos qu'on a faites avec les ANFH PACA et Occitanie. Donc, je reviendrai sur la rupture conventionnelle avec ses effets et ça pourra donner l'occasion de se poser des questions induites auxquelles ne sont pas vraiment répondues sur notamment la question potentielle du calcul des ARE, puisque ça peut avoir des effets la période de suspension. Et enfin, une jurisprudence qui vient confirmer un texte déjà existant sur l'ARE, puisqu'on restera dans le thème, sur l'ARE des agents radiés des cadres pour invalidité, avec la différence d'une part entre l'agent radié des cadres pour invalidité sur demande et d'office, même si c'était déjà dans le décret de juin 2020 sur le chômage, ça reste que le juge l'applique. Puis deuxièmement, on a, je vous rappellerai, la jurisprudence du Conseil d'État de juillet 2021 sur l'appréciation de l'aptitude physique des agents radiés des cadres pour invalidité, quand bien même il serait considéré par le Conseil médical en formation plénière inapte, absolue et définitive à toute fonction. Et donc, on va commencer par les droits de la défense dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Je vous le rappelle que la discipline, c'est vraiment, 1, identifier des faits, 2, qualifier ces faits, 3, infliger une sanction proportionnée à l'impact du comportement fautif sur l'image et le fonctionnement du service en tenant compte du comportement général de l'agent, du passé disciplinaire et des circonstances de l'espèce. Ce sont les 3 choses que va contrôler en cas de contentieux le juge administratif. La partie d'identification des faits est extrêmement importante, hein. Il faut des faits qui sont des faits circonstanciés, précis, qui doivent être clairement expliqués, clairement visibles dans le cadre de la motivation de la décision, bien sûr, et non pas en tout process. Des faits d'ailleurs auxquels l'agent a le droit d'avoir accès, hein, puisqu'il a le droit de se défendre par rapport à ces faits, donc il a le droit de les connaître. Et un des outils qui existe depuis toujours quasiment, toujours statutairement parlant, dans ce cadre-là, qui permet de recueillir et d'identifier les faits, c'est l'enquête administrative. C'est vrai qu'on en parle un petit peu de l'enquête administrative plus aujourd'hui, alors qu'elle est là dans le statut depuis très longtemps. Une inspection générale des affaires sociales qui vient chez vous et qui produit un rapport ne fait rien d'autre qu'une enquête administrative. Donc, c'est un outil qui existe, qui est fréquemment utilisé, mais qui est assez peu encadré juridiquement. On va le voir, qui est assez peu encadré d'un point de vue de la jurisprudence aussi. Par contre, auquel il faut faire attention, notamment lorsque j'utilise certains outils comme le recueil de témoignages. Alors, l'enquête administrative a pour objectif d'établir les faits permettant leur qualification juridique. J'ai un agent qui a volé du matériel ou des bijoux ou de l'argent à un patient ou un résident. Dans quelles circonstances, à quelle occasion, est-ce que c'est vrai? C'est tout l'objet de l'enquête administrative. J'ai un collègue qui a agressé verbalement un autre collègue pour pouvoir savoir quelles sanctions je vais infliger le cas échéant. Il faut que je connaisse les circonstances de l'espèce et que j'établisse les faits. Et c'est donc l'objet de l'enquête administrative. Quels sont les moyens de l'enquête administrative? Il n'y a pas vraiment de limite, hein. Il y a le principe de la liberté de l'employeur d'utiliser tous les moyens qu'il veut, y compris le recours à un agent de recherche privé, un détective privé, si je le dis trivialement, surtout lorsque j'ai des comportements fautifs qui auraient eu lieu en dehors du service et où je n'ai pas forcément les moyens de recueillir les éléments dans le cadre de la loyauté. Par contre, hein, je ne peux pas tendre de piège aux agents. Par exemple, j'ai un agent contractuel à temps non complet ou un titulaire à temps non complet psychologue. J'ai ouï dire qu'il a, en plus de son activité, une
une activité accessoire dont il ne m'a pas informé. Alors, s'il a temps non complet, il a le droit. S'il a temps complet, il faut qu'il ait une autorisation de créer ou reprendre une entreprise. Mais ensuite, peut-être que j'ai cette information-là, je ne peux pas prendre rendez-vous avec l'agent, avec un masque, et au moment du rendez-vous, enlever le masque et de faire coucou, je t'ai démasqué. Non. Par contre, je peux utiliser d'autres outils comme les outils Internet qui sont sur ce plan-là et à mains égards sur le devoir de réserve, la loyauté, la discrétion, le secret professionnel, des endroits où on peut retrouver pas mal d'éléments permettant d'évaluer, de qualifier, enfin de structurer les faits et de s'assurer de leurs circonstances et de leur véracité. En tout état de cause, une enquête administrative, elle est initiée par l'autorité détenant le pouvoir disciplinaire et l'employeur n'est pas du tout obligé de mener une enquête administrative s'il n'a pas besoin de le faire. Si j'ai les faits qui sont avérés, l'enquête administrative n'est pas nécessaire. Ce n'est que dans le cas où j'ai besoin d'établir les faits pour permettre leur qualification juridique que je vais utiliser ces moyens de l'enquête administrative, qui peut d'ailleurs même être externalisé. On peut faire appel à une boîte qui va mener l'enquête administrative. Et parmi ces moyens-là, on a la possibilité de recueillir des témoignages avec une grande souplesse sur qui va mener les témoignages, sur qui on va entendre, alors, sachant qu'il faut quand même entendre les agents qui sont demandés, le cas échéant, par l'agent qui est concerné. De toute façon, il a un droit à faire attendre les témoins durant la procédure disciplinaire. On est bien d'accord que l'enquête administrative, c'est quelque chose qui se fait en amont du lancement de la procédure disciplinaire. C'est pas je lance la procédure, je fais mon enquête. Non, la procédure disciplinaire est démarrée une fois que j'ai les faits. Et l'enquête administrative, elle a pour but de justement d'établir ces faits-là. Après, le conseil de discipline a la possibilité de demander des enquêtes supplémentaires, des compléments d'enquête, mais l'employeur, à l'origine, eh bien, il fait ça avant de lancer la procédure disciplinaire. Et donc, il peut entendre des témoins. Et très souvent, la problématique qui se pose, c'est celle du caractère anonyme et de la communication, le cas échéant, des procès-verbaux et des comptes rendus d'entretien, et en plus de ça, des procès-verbaux et des comptes rendus d'entretien anonymes ou pas. Souvent, l'agent qu'on va inviter à s'exprimer sur une situation peut très bien demander à ce que son témoignage soit anonyme. Et là, on a un problème. Là, on a un problème parce que aujourd'hui, la CADA considère d'une part que l'enquête administrative en tant que telle a le caractère d'un document administratif, y compris les éléments de santé administrative comme les témoignages. Et elle sépare deux moments. Le premier moment, ça va être lorsque l'employeur mène l'enquête. C'est-à-dire avant qu'il lance la procédure disciplinaire. Dans ce cas-là, la CADA, dans un avis, a considéré que seul le rapport de synthèse était communicable aux tiers et notamment à l'agent qui fait l'objet de l'enquête, sans que les témoignages et les procès-verbaux d'audition ne puissent être communiqués. Mais par contre, et ça c'est le Conseil d'État qui le dit, dès lors que l'employeur a pris la décision d'engager des poursuites, les PV sont communicables à l'agent poursuivi. Ça, c'est une jurisprudence de 2016 déjà. Donc l'agent a le droit à communication des procès-verbaux, dans lequel il y a les faits qui justifient la procédure disciplinaire. Maintenant, dans cet arrêt-là, le juge ne répond pas clairement à la question de savoir si ces PV peuvent être anonymes. Question à laquelle il répond plus récemment en allant chercher un vieux texte, mais qui est toujours d'actualité, y compris en partie après la codification du Code général de la fonction publique, un texte auquel j'ai déjà fait référence, notamment dans le refus de renouvellement de contrat à caractère disciplinaire, c'est l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, qui érige en principe le droit pour un agent de connaître ce qui a pour origine, quelles sont les bases
d'une décision prise en considération de sa personne et d'obtenir communication de l'ensemble du dossier qui le concerne. Et à ce titre, sur ce fondement-là, le rapport d'enquête administrative fait partie de ces caisses auxquelles l'agent a le droit d'avoir accès et communication, y compris les procès-verbaux des auditions des personnes entendues, non anonymisées, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné. Donc, il faudra arriver à prouver ça, mais sinon, et c'est assez logique, hein, dans le cadre de droit de la défense, j'ai le droit de savoir qui est à l'origine des éléments qui sont retenus contre moi, afin de pouvoir justement éventuellement y répondre. Et dans ce cadre-là, le Conseil d'État a répété. Donc c'est un arrêt de principe, hein, du 5 février 2020 que le Conseil d'État a répété, là, ici, le mois dernier, il y a un peu moins d'un mois, le 28 avril 2023. Et c'est un élément de garantie, hein, de la procédure disciplinaire, c'est-à-dire que si je n'ai pas communiqué les PV, les procès-verbaux des auditions, mais que le compte-rendu, l'agent pourrait invoquer cela dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir pour demander l'annulation de la procédure, il aurait gain de cause sur cette balle. Donc, c'est quelque chose auquel il faut faire très, très attention pour ne pas avoir de risque d'annulation de la décision. Dans la même ligne des droits de la défense, on a un arrêt intéressant du Conseil d'État, où, après avoir rappelé, hein, que l'administration est tenue de respecter les droits de la défense, il a l'obligation de donner les moyens à l'agent d'être présent lorsqu'il va faire entendre au conseil de discipline des témoins qui n'ont pas été cités en amont. C'est-à-dire qu'on n'a aucune obligation d'informer le fonctionnaire de l'intention de faire entendre des témoins et de l'identité de ceux-ci. Cependant, je ne peux entendre de témoins que pour autant que l'agent a préalablement été avisé qu'il y aura des témoins entendus, et que ce témoin-là sera entendu. Donc, en l'occurrence, ça signifie que si j'ai des nouveaux témoins ou des témoins qui ne sont pas déjà dans l'enquête administrative, il faut que l'agent ait été informé de l'audition de ces nouveaux témoins ou qu'il ait renoncé à assister à la séance alors qu'il était informé. Ça va. Par contre, s'il n'est pas informé, eh bien, il y a un risque de rupture des droits de la défense et donc d'annulation. En tout cas, c'est ce qu'a considéré le Conseil d'État. Dans le cadre, en plus, il a trouvé ça suffisamment important parce que c'est une ordonnance de référé, donc une ordonnance de cassation en référé, et il a considéré que c'était en soi de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision disciplinaire. Donc, c'est pour le juge, le droit de la défense, quelque chose de très, très important. Alors, deuxième partie, les actualités jurisprudentielles concernant les contractuels, hein, donc deux jurisprudences du fond, hein, de cour administrative d'appel, que je trouve intéressantes aux agents contractuels de droit public qu'on va voir. La première, elle est sur le recours abusif au CDD. La deuxième, elle est sur la façon de tenter de remplacer un agent inapte. Premier élément, donc, c'est le recours abusif au contractuel. Je vous rappelle succinctement, hein, les différents motifs de recrutement. On peut classer en deux catégories, les besoins permanents et les besoins temporaires, que sont l'accroissement temporaire saisonnier d'activité, le remplacement momentané d'agents, le remplacement momentané de temps partiel et la vacance de poste. Alors, ici, on est en France, mais la France est en Europe et le Conseil d'État ne manque pas de le rappeler dans une jurisprudence de 2015. On va retrouver justement appliquée là
récemment, c'est qu'on a des directives européennes, en l'occurrence la directive 99/70 CE du 28 juin 1999, qui précise qu'il incombe aux États membres d'introduire de façon effective et contraignante dans l'ordre juridique interne une mesure, un moyen d'éviter qu'un employeur ne recourt de façon abusive au renouvellement de contrats à durée déterminée. L'Europe n'aime pas ça. Elle considère d'ailleurs dans le privé, hein, le principe c'est CDI, le CDD c'est l'exception. Dans la fonction publique, c'est un petit peu différent puisque le principe c'est le titulaire et le contractuel en droit, c'est la dérogation ou l'exception. Donc on est dans ce contexte-là et c'est la raison pour laquelle le Conseil d'État est attentif à ça et nous dit que lorsque j'essaie d'utiliser des raisons, enfin lorsque je justifie le recours à un CDD par des raisons objectives, il faut que ça soit encadré par des circonstances précises, concrètes, de nature à justifier le caractère déterminé du contrat, notamment des contrats successifs. Et il nous dit hein, que, bon, rassurez-vous, notre droit français n'est pas contraire au droit européen sur ce plan, de son point de vue, dans la mesure où le renouvellement de contrat à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement temporaire d'agents indisponibles répond en principe à une raison objective, c'est objectif, y compris, ça c'est intéressant, lorsque je le fais longtemps, ou de manière récurrente, voire permanente, où vraiment je remplis mon besoin de remplacement de manière permanente, alors même que je pourrais remplir ce besoin d'une autre manière. On pourrait s'arrêter là et se dire c'est bon, je suis sorti de l'affaire, sauf qu'on est quand même face au Conseil d'État qui parfois a une certaine finesse dans l'appréciation juridique. C'est pour ça que c'est magnifique et très enrichissant. Parce que dans cet arrêt de principe, il nous dit cependant, il ne faut pas déconner, si j'ai une raison objective qui exclut en principe que le renouvellement des contrats à durée indéterminée soit regardé comme abusive, c'est sous réserve d'un examen global de la situation pour savoir si oui ou non il y a de l'abus. Sur quoi va s'appuyer le juge du fond par rapport à cet examen global? Eh bien, sur la nature des fonctions exercées par l'agent, est-ce que c'est une fonction structurelle ou accessoire à l'établissement, au type d'organisme et au nombre et à la durée des contrats en cours. Et cette jurisprudence de principe a trouvé à s'appliquer récemment dans le cadre de la Cour administrative d'appel de Lyon, qui a condamné un hôpital à indemniser un agent qui était à la blanchisserie, justement parce que le juge a considéré qu'il y avait un abus successif de CDD. C'est vraiment le terme utilisé juridiquement, c'est le terme d'abus. Ça me rappelle mon fils quand je lui demande de faire un truc et qu'il me dit ouais, t'abuses. Là, on abuse du CDD. L'agent, il a quand même eu 17 CDD sur une période assez longue. Mais le juge, il n'a pas regardé que ça, comme vous le disiez. Il s'est dit, bon, il y a 17 CDD, premièrement, mais en plus, il va dire, bon, il y a 17 CDD, mais au-delà de ça, bon, déjà, on a une réglementation qui me dit qu'au bout de 6 ans, normalement, sur un besoin permanent, je devrais avoir un contrat à durée indéterminée, qu'on est chez un employeur public, et puis la nature des fonctions hein, est quand même structurelle. Hein. La blanchisserie, ce n'est pas quelque chose qui sort de l'ordinaire du fonctionnement de l'établissement. Donc le juge se dit, bon, abus, pas abus, allez hop, abus. Abus, alors quel risque lorsque j'ai un abus eh bien, c'est que le juge va considérer que le refus de renouvellement de contrat au terme du contrat n'est en fait pas un refus de renouvellement, mais ça se rapproche d'un licenciement, disons ça. C'est c'est au moment hein, du refus du dernier contrat et du refus de renouvellement que le juge va dire bah, il y a abus, donc l'agent a le droit à indemnisation et du coup, ce refus cette indemnisation prend la forme de l'indemnité de licenciement qu'aurait eu l'agent
s'il avait été en contrat à durée indéterminée. Et plus que ça, hein, on est aussi dans un contexte, vous l'avez sûrement remarqué au quotidien, de l'élargissement du recours indemnitaire de manière globale, hein, avec la structuration d'une réparation intégrale du préjudice, hein, que ce soit en matière de conséquences d'un accident ou d'une maladie, même pour responsabilité non fautive, que ce soit dans le cadre de l'exécution de l'annulation d'une décision d'éviction illégale. Tout ça fait que on est sur une augmentation des postes de préjudice pour indemniser. Et ici, le juge, en plus de l'indemnité de licenciement auquel l'agent aurait pu avoir droit, s'il avait été en CDI, calculé en fonction du nombre d'années, hein, jusqu'à 12, la moitié et un tiers, et la suite au-delà j'ai compté de 13. En plus de ça, un petit préjudice moral pour indemniser la précarité de sa situation. On aurait pu arguer notre préjudice. Vous savez, un contentieux de l'indemnitaire, il est quand même encadré par la façon de demander des préjudices, hein. C'est-à-dire que si je fais un contentieux indemnitaire et que je dis à monsieur le juge, je veux des dommages et intérêts, le juge, il ne donnera rien. Il faut mettre les différents postes de préjudice que j'ai subis avec leur montant et leur explication pour que le juge apprécie si oui ou non j'ai le droit à avoir une réparation. En l'occurrence, ici, donc, on a eu 7 600 € d'indemnité de licenciement plus d'indemnité de préjudice. Après 17 CDD sur 11 ans, sur les mêmes fonctions, certes sur un motif de remplacement d'un agent indisponible, puis une vacance de poste. Donc, l'ensemble des circonstances de l'espèce, on peut, en fait, le juge me dit, c'était comme un CDI, je traduis un petit peu simplement, mais et ça aurait dû être un licenciement avec une indemnité de licenciement, et donc les dommages et intérêts qui sont. Deuxième jurisprudence, c'est la question de l'encadrement de la période pendant laquelle on va devoir chercher un poste de reclassement à l'agent contractuel qui est licencié. Donc, pour rappel, hein, et on l'a déjà vu ensemble, les agents contractuels de droit public sont au régime général de la sécurité sociale pour l'ensemble des risques maladie, maternité, décès, AT-MP et invalidité. Donc, c'est la CEPAM qui va récupérer les cotisations que vous lui versez et verser des indemnités journalières de la sécurité sociale ou une pension d'invalidité. C'est de ça dont je veux parler et c'est ça que je veux articuler avec le licenciement avant de voir la tentative de reclassement. L'invalidité au régime général n'a rien à voir avec l'invalidité du fonctionnaire. L'invalidité au régime général, c'est une pension temporaire d'invalidité qui est versée jusqu'à la retraite. Alors, ça va peut-être être versé un peu avant la retraite, puisqu'avec la réforme des retraites, on crée un départ pour inaptitude de 2 ans avant l'âge d'ouverture de droit normal, enfin celui de 64 ans. Mais c'est quelque chose de temporaire qui est versé par la caisse de sécurité sociale à partir du moment où mon assuré, et là je ne parle pas d'agent, je parle de mon assuré, puisque ça concerne tout le monde. Donc, à partir du moment où mon assuré a une perte de gain de moins 2 tiers. Perte de gain de moins 2 tiers, cette perte de gain étant appréciée par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, qui va classer l'assuré dans 3 catégories d'invalidité. Invalidité première catégorie, quelqu'un qui a une perte de gain de moins 2 tiers, mais qui peut avoir une activité rémunérée. Invalidité deuxième catégorie, quelqu'un qui a une perte de gain de moins 2 tiers, mais qui ne peut pas exercer de profession quelconque, 30 et 50%, et invalidité troisième catégorie, si j'ai besoin d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie courante. Alors, si je regarde ça comme ça, je me dis, ah bah, du coup, si j'ai un agent qui éventuellement a une pension d'invalidité de deuxième catégorie, qui est temporaire, hein, puisque cette pension de deuxième catégorie, elle est versée par
le régime général de la sécurité sociale et pas par vous. Et on peut se dire, tiens, comme il ne peut pas travailler, eh ben, je vais le licencier pour inaptitude physique. Ben, que nenni. Ce sont des appréciations différentes par des identités différentes. Et à ce titre-là, ce n'est pas parce qu'un agent a une pension d'invalidité que nécessairement il est inapte à ses fonctions. Par contre, étant bénéficiaire d'une pension d'invalidité, il devient bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Donc, il est tout à fait possible qu'un agent bénéficiaire d'une pension d'invalidité du régime général vous en informe et demande de droit un temps partiel de droit au titre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi pour continuer à exercer ses missions. D'ailleurs, à ce titre-là, la pension d'invalidité temporaire du régime général, elle est, en matière de maintien dans l'emploi, un petit peu mieux adaptée que ne peut l'être la pension d'invalidité du régime spécial des fonctionnaires, qui, elle, fait que mon agent est inapte absolue et définitive à ses fonctions sans possibilité de reclassement, qui est une liquidation anticipée de la pension de retraite. La perception de la pension d'invalidité du régime général permet la prise en compte de ces périodes dans le calcul de la pension finale. Ce n'est pas une période cotisée, mais elle est versée jusqu'à l'âge de la retraite, au maximum. C'est octroyé par des périodes de 6 mois à 5 ans ou 6 ans, où le médecin il peut ne pas mettre de date, hein, c'est une certaine liberté. Elle est versée et en plus elle est cumulable dans certaines conditions avec la reprise d'une activité, elle est cumulable aussi avec le chômage dans certaines, enfin, avec un plafond. Si je dépasse le montant du salaire de l'année précédente, le début du premier jour d'arrêt maladie, limité au plafond de sécurité sociale, en cumulant ma pension plus ma revenu d'activité, je dois rembourser une partie. Mais elle est versée jusqu'à l'âge de la retraite. Aujourd'hui, donc elle est versée jusqu'à 62 ans, voire plus, si d'aventure la personne elle a une activité professionnelle. Et au moment de la liquidation de la pension du régime général, eh bien, la période de perception de la pension d'invalidité va compter en durée d'assurance. Et ça donne aussi des points gratuits pour les caisses de retraite complémentaires. On va donner le même nombre de points que le nombre de points qui a été acquis l'année précédant le début du congé. Donc, c'est quand même, voilà, ça. Et ça s'arrête. Et à la place, on a la pension de retraite qui prend en compte ces périodes-là en durée d'assurance, enfin en durée cotisée, et ça n'augmente pas le salaire annuel moyen des 25 meilleures années. Et en plus, je pars au titre de l'inaptitude au régime général, donc je pars sans décote. Ce qui fait que je peux même me retrouver à avoir une pension meilleure que si j'avais continué à travailler. Bon, après, j'ai une perte de capacité de gain quand même, hein, je ne suis pas en super forme, mais c'est quelque chose qui est quand même enfin pas plus intéressant, mais qui est quand même assez intéressant par rapport à la retraite du fonctionnaire qui, elle, est octroyée de manière définitive, y compris pour invalidité. Cette pension ne signifie pas hein, donc inaptitude. Le licenciement pour inaptitude d'un agent contractuel, lui, il est apprécié après avis du médecin agréé, et non pas du médecin du travail, vraiment du médecin agréé. Cet avis du médecin agréé qui permet à l'employeur de licencier le contractuel, mais sans en amont avoir appliqué le principe général du droit du 2 octobre 2002, hein, dans l'arrêt Conseil d'État, Meurthe-et-Moselle, sur justement le reclassement. Hein. Tout agent va être licencié pour inaptitude, va devoir être tenté d'être reclassé. Et cette obligation de tentative de reclassement, elle s'applique tant que tant que l'agent est moteur, hein, qu'il le veut être reclassé, l'employeur ne peut pas imposer un reclassement à l'agent. Alors, soit dit en passant, la tentative de reclassement d'un agent contractuel de droit public s'applique aussi bien pour l'agent qui est inapte à ses fonctions que pour l'agent qui qui voit son poste, qui se voit licencié parce que son poste est supprimé ou parce que j'ai recruté un fonctionnaire. C'est la même logique et c'est le même fonctionnement qui a été structuré depuis les années 2015 dans le décret
91-155 et dans les autres décrets des autres versants, mais avec quand même une petite spécificité qu'on va voir à travers l'exemple d'une jurisprudence récente sur la question, où c'est un agent qui était chez un employeur public et qui voit son contrat abrogé, donc un licenciement, puisque le licenciement n'est rien d'autre que l'abrogation d'un contrat, qui est un acte administratif, qui se voit licencié au motif du recrutement d'un fonctionnaire. Et vous voyez qu'on dit à l'agent qu'il a la possibilité de faire une demande de reclassement dans un délai d'un mois. Et ça, c'est la grosse spécificité pour les contractuels de droit public, c'est que je licencie d'abord et que je tente de reclasser ensuite. Je tente de reclasser pendant la période de préavis et l'agent, il a un délai qu'on va voir qui est égal à la moitié du délai de préavis. Donc cet agent reçoit cette décision de licenciement le 24 juillet 2020 et il se dit « Ah ben j'ai vu un poste publié vacant le 27 février 2020, donc avant cette lettre de licenciement, et c'est celui qui veut pour être reclassé, mais comme vous voyez, l'employeur a d'autres projets pour lui et effectivement lui propose un autre poste que l'agent accepte, mais en disant « Moi, je voulais avoir le poste était vacant le 27 février. Et il se dit, mais est-ce que l'employeur avait le droit de m'imposer ce poste, avait le droit de me refuser ce poste vacant pour lequel j'avais les compétences et c'est à ta question que la Cour administrative d'appel de Lyon le 6 avril 2023 répond en disant que, bon, voilà, j'ai tout un processus de reclassement qu'on va revoir, et en précisant la période pendant laquelle la tentative de reclassement doit être recherchée. Alors, ce qui me donne un prétexte, entre guillemets, pour revenir sur cette procédure qui est assez complexe. Et quand j'utilise le mot complexe, je ne l'utilise pas pour avoir une appréciation de la complexité au sens premier du terme de la procédure, je l'utilise d'un point de vue juridique. On appelle une procédure complexe une procédure qui permet de contester une décision, même au-delà du délai de contestation, de délai de recours contentieux qui est de 2 mois, à partir du moment où elle a des effets en cascade. Et c'est en l'occurrence le cas d'une décision de licenciement. Donc, comment ça marche? J'ai un agent qui est recruté sur un besoin permanent, bien d'accord, la tentative de remplacement ne concerne que les besoins permanents. Et l'agent, il est licencié pour inaptitude physique ou suppression de poste. Donc, dans ce cas-là, je vais appliquer ma procédure disciplinaire que je vais un petit peu plus détailler. Procédure de licenciement, pardon, que je vais un peu plus détailler. J'aboutis à la prise de décision de licenciement. Et dans cette décision de licenciement, comme c'est le cas dans la jurisprudence concernée, je dois notifier à l'agent les possibilités et l'inviter à faire une demande de reclassement dans ce cadre-là. Une demande de reclassement qui va le devoir faire dans un délai qui est égal à la moitié du délai de préavis. Sachant que s'il ne fait pas sa demande de reclassement, la décision de licenciement prendra effet au terme du préavis. C'est pour ça que c'est une décision complexe, parce qu'en fait, dans cette décision, il y a des sous-décisions éventuellement, qui sont la conséquence de la décision initiale, et du coup, je peux contester la décision initiale, même si je suis au-delà des délais. Et donc, si l'agent fait une demande de reclassement, je lui fais des offres. S'il refuse le licenciement, prend effet. Si je n'ai pas de poste de licenciement, prend effet. Et s'il accepte, je modifie le contrat. Alors, creusons un tout petit peu avec des petits schémas. Donc, j'ai mon agent qui est sur un besoin permanent. Avant de le licencier, je vais le convoquer à un entretien. Alors, faites attention, dans l'entretien, je vais mettre l'objet, la date de l'entretien, l'information de l'agent. Je dois laisser un délai de 5 jours ouvrables pour pouvoir se prononcer. Et durant l'entretien, je dois lui indiquer
les motifs du licenciement, les délais pendant lesquels l'agent doit présenter des offres de reclassement le cas échéant, les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont présentées. Puis, je dois saisir la commission consultative paritaire avant de prendre ma décision. Décision qui prendra effet un préavis qui dépend de l'ancienneté de l'agent depuis le premier recrutement, à partir du moment où il n'y a pas d'interruption supérieure à 4 mois entre deux périodes de recrutement. 8 jours, hein, 1 mois, 2 mois de préavis. Et c'est pendant ce délai de préavis que mon agent va avoir la moitié de ce délai pour faire une demande de reclassement. Et cette demande de reclassement, soit il ne la fait pas, soit il peut très bien dire aussi non, non, je renonce à faire ma demande de reclassement. Donc, ou s'il ne fait pas de demande, le licenciement prend effet au terme du préavis. Par contre, s'il fait une demande dans un délai égal à la moitié du délai de préavis, donc si j'ai un préavis de 2 mois, ça sera un délai de 1 mois, eh bien, l'employeur va devoir rechercher un emploi. Quel type d'emploi? D'abord, c'est un emploi qui ne peut être occupé qui peut être occupé par un contractuel. Deuxièmement, c'est un emploi de la même catégorie hiérarchique ou à défaut une catégorie inférieure si l'agent le souhaite, et compatible avec ses compétences professionnelles. Ça, c'est important. Alors, bien sûr, avec son état de santé, on s'entend s'il est licencié pour inaptitude physique ou avec ses compétences professionnelles, si d'aventure il est licencié pour suppression d'emploi. Ça, c'est un élément important, hein, notamment par rapport aux fonctionnaires qui, lui, dans le cadre du droit au reclassement, a des droits un petit peu plus importants par rapport à ça. Et aussi, une autre différence, c'est le périmètre. C'est-à-dire qu'on ne va rechercher un reclassement que dans le périmètre de l'établissement. Je ne vais pas aller chercher un reclassement dans un autre établissement que l'établissement dans lequel l'agent a été recruté. Alors, l'offre, hein, elle doit être de reclassement précise et écrite. Et si jamais l'agent accepte l'offre, comme c'est le cas dans la jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Lyon, eh bien, je vais modifier le contrat. Si l'agent refuse l'offre, eh bien, l'agent le licenciement prendra ses effets. Et par contre, il y a une autre possibilité, c'est que si l'employeur constate le reclassement impossible à l'issue de la période de préavis, eh bien, l'agent a la possibilité de demander un RAB de 3 mois. Un RAB de 3 mois dans période durant laquelle il va percevoir les ARE et au titre de laquelle il faudra faire une demande de suspension de contrat, de suspension de l'attestation suspension de la date d'effet, pardon, une suspension de la date d'effet du licenciement, le temps de ces 3 mois supplémentaires, avec une possibilité pour l'agent de demander à tout moment, bon, il arrivera. Je demande à ce qu'on mette fin à cette procédure et que je sois enfin licencié pour inaptitude physique. Alors, la question à laquelle répond la Cour administrative d'appel de Lyon, dans ce cadre-là, qui a été respecté par l'employeur, c'est celle de savoir eh bien, quelle est la période pendant laquelle l'employeur doit rechercher un emploi. Et là-dessus, le juge administratif nous dit que l'administration n'est tenue de procéder à une recherche de remplacement que lorsque l'agent a présenté une demande. C'est-à-dire que le point de départ de la recherche est la demande. Ce n'est pas la décision de licenciement, c'est la demande. En l'occurrence, là, mon agent, bien entendu, il a fait une demande bien après le poste de février, donc il n'avait pas un droit à ce que l'employeur réfléchisse et encore moins propose le poste dans lequel il souhaitait postuler, qui date d'avant la date de licenciement, a fortiori avant la date à laquelle il a fait sa demande de reclassement. Alors, voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça et vous rappeler cette procédure qui est quand même qui est complexe, voilà, au sens juridique du terme, avant de revenir rapidement sur la suspension de l'obligation vaccinale et ses conséquences, notamment en matière de rupture conventionnelle. Alors, cette suspension de l'obligation, une suspension,
une suspension et non pas une abrogation et non pas une annulation, enfin un retrait, encore moins, de l'obligation vaccinale. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, cette obligation vaccinale, cette suspension, a pris la forme d'un décret et non pas d'une loi. Et c'est la raison pour laquelle on suspend et on ne supprime pas, parce qu'on ne peut pas le faire par décret. Il y avait une question de timing, hein, probablement. Donc, on a cette suspension par le décret du 13 mai 2023. Et on a des informations dans l'instruction du 2 mai qui prévoyait hein, ce décret qui est sorti juste à temps. C'était prévu, bon timing pour une entrée en vigueur donc au 15 mai, avec d'éventuelles petites difficultés de mise en œuvre qui ont été en partie anticipées par la DGOS dans son instruction et qui rappellent quelques éléments concernant la suspension. D'abord, j'insiste, hein, l'obligation de vaccination contre la Covid-19 prévue par la loi de 2020 est suspendue. Elle n'est que suspendue. Je vous ai expliqué les raisons, c'est le véhicule réglementaire qui est utilisé. Maintenant, elle est suspendue, mais ça n'a pas d'impact sur les effets. Hein. Les périodes de suspension, comme c'était dans la loi, n'ont pas généré de droit à congé, bien sûr, pas de service effectif. L'agent n'était pas à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations, n'ont pas été pris en compte comme ayant ouvrant droit à l'avancement. Et n'ont pas été pris en compte dans la constitution des droits à pension en tant que fonctionnaires. Après, les personnes, elles ont peut-être travaillé en dehors de ça. Et on est sur une suspension de cette obligation. Donc, les agents suspendus peuvent réintégrer. Mais par contre, il n'y a pas d'effet rétroactif. Il n'y a pas d'effet rétroactif et on ne peut pas se prévoir d'aucune reconstitution de sa carrière comme on aurait pu avoir dans le cadre d'une éviction illégale. Alors, comment gérer cette suspension de l'obligation vaccinale? L'instruction des GOS est assez claire, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous savez mieux lire que moi sûrement. Simplement, eh bien, on applique les outils statutaires existants. Hein, ces réaffectations dans un emploi équivalent, donc reprise de l'agent. Si l'agent refuse de reprendre l'emploi proposé, on propose d'utiliser la procédure d'abandon de poste. Ça, on l'a vu aussi, hein, confère, petite vidéo qu'on a fait quelque temps, avec, je vous le rappelle, hein, une importance de la procédure d'abandon de poste. Alors, la réintégration de l'agent et la proposition du poste ne se fait pas pour un titulaire, ça c'est certain, nécessairement sur son poste. Hein. Le changement d'affectation est tout à fait possible. De toute façon, un fonctionnaire, je peux le changer d'affectation sans autre forme de procès, en disant que voilà, tu étais infirmier en soins généraux et spécialisés, infirmier en soins généraux, affecté au bloc opératoire. Demain, je vais t'affecter ailleurs. À partir du moment où cette décision n'a pas d'impact sur le niveau de rémunération, n'a pas d'impact sur le niveau hiérarchique, n'est pas constitutif d'une sanction déguisée, on est dans une situation où l'agent doit s'y conformer et il ne peut même pas contester la décision de changement d'affectation de l'agent. Donc, on peut tout à fait changer l'agent d'affectation. Pour un contractuel, ça va dépendre parce que normalement, un contractuel, il est recruté par rapport à un motif spécifique de recrutement sur un poste. Ou bon, il faudrait faire, s'il y a une modification importante, une modification du contrat. On a la possibilité, je vous le rappelle, d'avoir recours à la médiation nationale. Et l'instruction me parle aussi de rupture conventionnelle. Et on va y revenir avec des petites spécificités une fois que je vous aurai réexpliqué le principe de la rupture conventionnelle. Alors,
du coup, ça me permet de rebondir sur un rappel sur la rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle, déjà, on est bien d'accord que c'est une décision, une procédure qui est indépendante de la démission, du licenciement, de la mission à la retraite et de la révocation, donc licenciement éventuellement pour abandon de poste. Et le principe, c'est une cessation définitive du travail d'un commun accord, avec une absence totale d'obligation des différentes parties, des possibilités d'avoir une rétractation, et contre le versement d'une indemnité, et est considéré comme une perte involontaire d'emploi permettant d'ouvrir droit aux allocations de retour à l'emploi. Alors, pour rappel, c'est une expérimentation qui va durer jusqu'au 31 décembre 2025, qui sera peut-être reconduite à l'issue d'une évaluation par le Parlement avant son terme. Donc l'année prochaine, on devrait avoir un rapport remis au Parlement qui va apprécier les modalités de mise en œuvre de cette rupture conventionnelle. Sont concernés, bien entendu, les fonctionnaires titulaires et les contractuels en CDI, sont exclus les stagiaires. Alors, je ne parle pas des titulaires stagiaires, les agents détachés sur contrat contractuel, la période d'essai, les PH titulaires, les PHC, eux, ils ont droit, et aussi les agents qui ont 62 ans et qui remplissent les conditions pour avoir une durée de pension, une durée d'assurance pour avoir une pension à plein. Et donc le process, si vous êtes amené à le mettre en œuvre, y compris dans le cadre de la suspension de l'obligation vaccinale, c'est que c'est l'employeur ou l'agent qui propose. Et si l'agent est d'accord ou si l'employeur reçoit une demande de l'agent, il est obligé, c'est une obligation de faire un ou plusieurs entretiens dans les 10 jours à un mois suivant la demande de l'agent, dans lequel on va s'entendre sur les modalités de mise en œuvre, c'est-à-dire la date des faits, et le montant de l'indemnité qui sera versé. Et l'ensemble de cette entente sera formalisé dans une convention qui sera signée dans un délai minimum de 15 jours après le dernier entretien et qui prendra effet dans un délai minimum de 15 jours après sa signature. Et ce délai de 15 jours étant le délai de 15 jours francs, étant un délai de rétractation de l'agent. Alors, une obligation de remboursement qui, par contre, dans le versant hospitalier, ne concerne que le recrutement au sein du même établissement. Donc, si mon agent est recruté dans les 2 ans est recruté, pardon, dans le même établissement, dans le versant hospitalier. Parce que dans les autres versants, c'est autre chose. Mais surtout à l'État, s'il est recruté dans les 6 ans suivant la signature de la rupture conventionnelle, mon agent doit rembourser le montant de cette indemnité. C'est pour ça qu'il doit faire une attestation sur l'honneur. Par ailleurs, il a la possibilité, l'agent, pendant toute la période, de se faire accompagner par le défenseur de son choix, qui n'est pas nécessairement quelqu'un désigné par une organisation représentative, le mot représentatif n'étant pas été considéré comme inconstitutionnel. Et donc, la rupture conventionnelle est accompagnée d'une indemnité qui peut être versée aux agents par tranche, c'est un peu comme les impôts. Les 10 premières années, c'est la moitié par le nombre d'années. Les années 11 à 15, c'est les 2/5, 16 à 20, c'est la moitié, et de 21 à 24, c'est les 3/5. Ça, c'est le plancher, et le plafond, c'est le nombre d'années, limité à 24 fois la rémunération mensuelle brute. Alors, donc du coup, il y a 2 éléments dans la rupture conventionnelle. Le premier d'entre eux, c'est l'ancienneté. Donc, on apprécie l'ancienneté d'agent public, titulaire ou contractuel, dans les 3 versants de la fonction publique. C'est le dernier qui va prendre en compte toute l'ancienneté de titulaire ou de contractuel, quel que soit le versant
de la fonction publique dans laquelle mon agent a exercé ses fonctions. La rémunération, elle, en théorie, c'est la rémunération globale, hein, toutes les primes indemnités, sauf celles qui sont liées à la mobilité et à l'installation, sauf dans certains départements, ou à l'éloignement. Et c'est normalement la rémunération de l'année précédant la date d'effet de la rupture conventionnelle. Alors forcément, si je l'applique euh, au au cas des fonctionnaires suspendus et qui fait une rupture conventionnelle en 2023, en 2022, ils ont perçu rien. Et rien, voilà ce que vous voulez, même si j'ai 24 ans d'ancienneté, ça fait rien. C'est pour ça que l'instruction vous propose d'aller chercher la dernière année euh, de, de rémunération donc, même précis, hein, c'est l'année précédant l'année de la suspension qu'on propose d'aller chercher pour calculer l'indemnité spécifique de recours de rupture conventionnelle. Alors, par exemple, un agent qui a travaillé 28 ans sans discontinuer dans la même structure, qui a une rémunération de 36 000 euros l'année précédant sa rupture conventionnelle, eh ben, il a un plancher à 3 000 et un plafond à 72 000 euros. Et parce qu'on est limité à 24 ans, puisque je fais 36 divisé par 12 et je multiplie donc les tranches ou le plafond. Alors, mon agent, qui bénéficie de la rupture conventionnelle, va être considéré en perte involontaire d'emploi. Pour avoir le droit au chômage, j'ai différentes conditions à remplir. Et donc, j'ai une condition de perte involontaire d'emploi. C'est expressément prévu par la réglementation, notamment le décret du 16 juin 2020 sur le chômage. Cependant, lorsqu'un agent perçoit une indemnité spécifique de rupture conventionnelle, il peut se voir infliger avant le versement effectif des allocations de retour à l'emploi, ce qu'on appelle un différé spécifique. Le différé spécifique, qu'est-ce que c'est? Différé d'indemnisation spécifique, qu'est-ce que c'est? C'est que lorsque j'ai un montant lié à la rupture du contrat qui est supérieur au montant prévu par les dispositions législatives, on va appliquer un différé. Et en l'occurrence, il n'y a que le plancher qui est prévu. Il n'y a pas le plafond. Donc en fait, je peux être amené à appliquer un différé spécifique. Alors comment je le calcule? Je vais faire le total des indemnités versées moins l'indemnité légale. Et quand on dit légale, hein, ce n'est pas au sens conforme au droit, c'est au sens qui est dans une loi, divisé par un dénominateur qui est fixé par l'UNEDIC, qui cette année est de 102,4 et qui me fait un différé limité à 150 jours pour l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, hein, comme le confirme le gouvernement dans le cadre d'une réponse à une question parlementaire. On va donc utiliser le différé spécifique en faisant la différence entre le montant de l'ISR divisé par moins le montant effectif de l'indemnité moins le plancher divisé par ce dénominateur qui va être appliqué à l'agent. Alors, c'est pas tout, hein. Mon agent qui bénéficie d'une rupture conventionnelle, il peut aussi bénéficier de ce qu'on appelle le maintien de droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale, qui, dans la fonction publique, est versé par l'employeur dans le cas où il serait malade à la suite euh, de la signature d'une rupture conventionnelle. Un maintien de droit qui dure toute pathologie ou problème qui a lieu dans l'année, rallonger des périodes de perception des allocations de retour à l'emploi. Dernière partie, hein, pour faire le lien avec les ARE, c'est la jurisprudence, hein, sur l'articulation entre la radiation des cadres pour invalidité et les allocations de retour à l'emploi.
Là-dessus, hein, dans le décret du 16 juin 2020, c'est déjà bien noté. Les agents radiés des cadres ont le droit, y compris pour invalidité, hein, ont le droit, sont considérés en perte involontaire d'emploi, mais seulement lorsque c'est une radiation des cadres d'office. Donc, quand c'est unilatéral de la part de l'employeur. Par contre, quand j'ai une radiation des cadres sur demande, ben, a priori, je n'aurais pas le droit. En tout cas, c'est ce qui ressortait du texte, c'est ce qu'a confirmé le juge administratif dans une jurisprudence du 30 mars 2023, hein, qui nous dit que l'agent qui est à l'origine de sa demande de retraite pour invalidité, eh ben, il n'est pas en perte involontaire d'emploi puisque c'est lui qui a fait sa demande. Donc, à ce titre-là, il n'a pas le droit aux ARE. Enfin, il n'a pas le droit aux ARE dans un premier temps. Dans un premier temps, parce que je vous rappelle, notamment pour les établissements d'auto-assurance, que l'agent qui est en perte volontaire d'emploi a le droit de bénéficier d'une réétude de ses droits à partir du moment où il a quitté volontairement son emploi depuis au moins 121 jours et qu'il justifie les conditions d'ouverture de droit et surtout qu'il apporte des preuves d'actes positifs et répétés de recherche d'emploi pendant 4 mois. Preuves dont l'appréciation appartient à l'employeur, puisqu'on est dans une situation où c'est l'employeur qui, on est sur de l'ouverture de droit, donc c'est l'employeur qui apprécie oui ou non, si les conditions d'ouverture de droit sont remplies au regard de la perte involontaire. Donc c'est à lui, employeur, de faire la réétude au bout de 121 jours. Alors immédiatement, vous me dites: «Mais enfin Florent, un agent qui est radié des cadres pour invalidité, a fortiori si j'ai un avis du conseil médical en formation plénière qui me dit que l'agent est inapte absolue et définitive à toute fonction dans la galaxie, eh bien, il ne peut pas travailler». Oui, c'est vrai. C'est vrai, simplement, ce n'est pas à vous, d'apprécier ça. C'est, une appréciation qui, appartient, à Pôle emploi. C'est une appréciation qui appartient à Pôle emploi, qui est le seul compétent, hein, pour, apprécier, l'aptitude à rechercher un emploi, comme nous le rappelle d'ailleurs, hein, le Conseil d'État dans un arrêt de principe du 16 juin 2021, où, eh bien, il nous dit que, grosso modo, hein, l'emploi, ce n'est pas ton compétence juridique pour apprécier ça. À partir du moment où l'agent est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, c'est qu'a priori, il est apte à travailler et à rechercher un emploi. On est arrivé au bout de ce que je voulais vous présenter. Je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire.